Alors, donc, dans l'ordre de ma liste, donc Pierre Dumégarde, c'est moi. Donc, j'ai coordonné la traduction du livre La Dangerà Lingvo, donc c'est ce qui nous réunit tous ce soir. Et par ailleurs, je suis président de Europe Démocratie Espéranto, donc la branche française de Europo Democratio Esperanto. Et je propose de continuer avec le film, puisque le film est disponible. Yes, mi desiris demandi, ĉar la libro La Danĝera Lingvo ekzistas de multaj jaroj. En la komenco, kiam vi verkis la embrion de tiu libro en 1973, kiu estas la motivo? Kial vi komencis tiun grandan laboron? Do mi povas mallonge klarigi ke jam kiel studento antaŭ pli ol 50 jaroj mi interesiĝis pri tiu temo de persekutoj kontraŭ Esperanto. Do kelkajn jarojn post kiam mi lernis Esperanton, mi studis kompreneble jam historion en la universitato. Mi pensis, kio estis pri Esperanto? Kaj ĝuste tiam mi rimarkis, ke estas la 30 datreveno de la nazia persekuto kontraŭ la Germana Esperanto-Asocio, kaj mi pensis, jen okazo por levi la temon. Sed mi konstatis, ke estas malmulte da materialo disponebla, do mi devis konsulti malnovajn numerojn de la revuo Germana Esperantisto, kaj en 65-66 mi aperigis sufiĉe longan artikolon Esperanto dum la tria regno. Tio skuis la germanajn esperantistojn, ĉar ili tute nenion traktis pri la temaro. Ili nur sciis, ke Esperanto estis persekutata, kaj la detalojn ili tute ne sciis. Mi ankaŭ citis el la klopodoj de la germanaj esperantistoj kvietigi la naziojn, malhelpi ilin de persekutoj per tio, ke ili diras, ni esperantistoj ankaŭ estas amantoj de la patrujo, ni tute ne estas malamikoj de patriotismo. Sed tio kompreneble ne efikis ĉe la nazioj. Sed tiuj klopodoj de la esperantistoj estis iom kompromitaj, mi pensas, por la esperantistoj mem. Kaj tial do kelkaj germanaj esperantistoj, kiuj travivis la periodon, estis malkontentaj pri mia sincereco aŭ malkaŝemo. Multajn jarojn poste mi kuraĝis dediĉi min al tiu temo, post kiam Ivo Lapenna invitis min fari kontribuon pri la temo de persekutoj en la libro Esperanto en perspektivo. Kaj do mi faris malkoncizan, sed sufiĉe elĉerpan resumon de la historio de persekutoj en la sistemo de Hitler kaj en la sistemo de Stalin. Kaj tiu artikolo aŭ ĉapitro en Esperanto en perspektivo estas ĝuste tiu, kiun komence de via demando vi aludas, nomen pri 1973. Ĉar en tiu jaro mi aperigis la saman tekston kiel en Esperanto en perspektivo, kiel malgrandan libreton, fakte broŝuron en Japanio. Ĝi aperis en tre malalta eldon kvanto, sed ĝi estis sukcesa, mi povas diri. Sed pli sukcesa estis kompreneble la presita formo, kiu aperis kiel ĉapitro en Esperanto en perspektivo. Siatempe fakte antaŭ ol aperis Esperanto en perspektivo, la orient-eŭropaj Esperanto-asocioj eksciis pri tiu plano. Kaj la estro de la orient-eŭropaj esperantistoj, nome Nikola Aleksiev, estis tute kolera. Li skribis leteron al UEA kaj diris, ke oni ne aperigu tiun
historion pri la persecuto en Sovetunio, ĉar tio malhelpas al la movado de la esperantistoj en Bulgario, en Sovetunio, en Germana Demokratia Respubliko kaj tie plu. Do li tute kolere klopodis bremsi la eldonon, malhelpi la eldonon skribante al UEA estraro. Sed felice el nuna perspektivo UEA ne cedis kaj aperigis la ĉapitron kiel planite kaj pli malbone eble por Nikola Alexiev poste eĉ aperis tiu pli vastigita eldono de la danĝera lingvo. Vi verkis tiun libron, ĉu vi agis pli kiel historiisto aŭ pli kiel esperantisto? Tio estas bona demando, mi ne scias. Mi ne povas disigi min, mi estis kaj esperantisto kaj historiisto. Do kiel esperantisto mi interesiĝis pri la temo, sed kiel historiisto mi pensis ke valoras okupiĝi kaj ankaŭ eble diskonigi la rezultojn de la esploroj en la germana lingvo. Do ĉio kongruis aŭ ĉio bone kompletigis unu al alian. La motivo estis esperantista, sed ne nur. Do mi sciis ke nur kiel esperantisto mi ne povas tion esplori. Do miajn esplorojn mi tamen faris kiel historiisto. Do mi devas diri ke mi verkis la unuan artikolon pri Esperanto en la tria regno, mi kontaktis plurajn esperantistojn, sed nur germanajn tiutempe, kiuj estis persekutataj, kelkaj estis eĉ en koncentrejo, kaj ili kompreneble ili volonte diris al mi kion ili travivis. Ili ne vere koleris, eble ili koleris kontraŭ sia persona sorto, iomete, sed pli multe ili koleris kompreneble kontraŭ la nazia reĝimo. Sed kiel mi jam diris, multaj ankaŭ ne volis entute trakti la temon. Estis tro malagrabla, ankaŭ tro embarasa por kelkaj germanaj esperantistoj por la cedemo, kiam ili montris al la reĝimo. Kiam mi ekokupiĝis pri Sovetujo, mi ne havis bazon por intervjuoj. Mi ne povis vojaĝi al Sovetunio, kaj mi ankaŭ ne povis multe demandi al rusoj. Sed en 1960 eble estis la Universala Kongreso en Madrido, kaj tie mi konatiĝis kun Nikola Rytkov, la rusa aktoro, kiu pasigis 10 jarojn en puntendaroj en Sovetunio, kaj tiam povis fuĝi. Li poste estis tiel afabla kaj surbendigis siajn memorojn. Tio estis eble la plej grava fonto, kiun mi havis, ĉar kiel dirite ne ekzistis skriba materialo pri tiuj persekutoj, kaj neniu sciis ke post kelkaj jaroj la soveta sekreta polico devos malfermi siajn arkivojn por iom da tempo. Do la intervjuo kun Nikola Rytkov malfermis al mi multajn okulojn, kaj ĝi estis la bazo de tiu parto pri Hitler kaj pri Stalin kaj Esperanto. Mi kelkfoje provis demandi al rusoj, sovetianoj mem pri iliaj travivaĵoj, sed ili aŭ tute ne respondis, aŭ ili diris nur banalaĵojn, dirante ke tio estis pasinta afero, ni ne plu traktu tion. Mi dankas vin, kaj
El tiu babilado, mi faros filmeton de kelkaj minutoj por prezenti en la komenco de nia video prelego de mardo. Dankon. Mi tro dankas vin, kaj mi deziras sukceson al via aranĝo. Un enregistrement qui date de quelques jours, donc Ulrich Linz a répondu à nos questions et pendant la phase de traduction, nous avons échangé des courriers électroniques avec lui pour qu'il puisse nous donner quelques précisions. Donc, je peux peut-être d'abord parler de mon point de vue de coordinateur avant que d'autres personnes qui ont participé à cette traduction puissent donner aussi leur vue. Et puis, aussi les lecteurs pourront donner leur point de vue de lecteur, puisque maintenant, ça fait plus d'un mois que le livre est paru. Donc, de mon côté, ça n'a pas été très facile de trouver l'éditeur. C'est-à-dire qu'au début, nous avions demandé à un certain nombre de presses universitaires en France et la réponse n'avait pas été très positive. C'est-à-dire que quand il y avait une réponse, parfois on nous demandait au moins 2 ans de délai parce que nos calendriers sont très chargés, etc. Et puis souvent on nous demandait est-ce que vous avez des soutiens financiers, c'est-à-dire qu'en gros, est-ce que l'édition va être payée par un organisme quelconque. Donc pour nous, personne en dehors de nos deniers personnels ne financerait quoi que ce soit. Donc ça n'a pas été très simple. Donc à d'autres moments, donc il y a eu un éditeur qui a été éventuellement intéressé, mais qui a fait une étude de marché et conclu qu'il n'y aurait pas assez de lecteurs potentiels pour que ça soit intéressant pour lui. Donc, ce qui fait que nous avons continué avec l'Harmattan, qui a un certain nombre d'avantages et d'inconvénients. En particulier, le fait qu'il y a que le livre électronique sous forme de PDF est achetable, donc on peut l'utiliser sur une liseuse, sur un ordinateur, etc. Et en particulier, si on veut se servir de ce livre, l'Espéranto langue dangereuse, comme livre de référence, chercher par exemple à quel endroit on parle de ceci ou cela ou de telle personne, à ce moment-là, on peut faire une recherche en plein texte, c'est intéressant. Bon, un inconvénient, c'est qu'il n'envoie pas automatiquement les livres dans toutes les librairies de France. Bon, on le comprend parce que c'est vrai que le marché est assez petit par rapport à tous les livres de l'été qu'on conseille aux gens d'aller lire sur la plage à l'ombre du parasol. Mais donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que nous espérons que ce livre continuera à être vendu pendant plusieurs années, puisqu'il existe certains éditeurs qui, si le livre ne s'est pas suffisamment vendu au bout d'un an, arrêtent complètement la vente et puis c'est terminé. Donc là, nous espérons que ça va pouvoir durer pendant plusieurs années et que ce livre pourra servir de référence. Donc, ce qui a retardé aussi l'édition du livre, c'est que c'était la traduction d'un livre fait par un auteur allemand et qui avait été initialement édité aux Pays-Bas. Donc, il a fallu obtenir l'accord de l'auteur, Ulrich Linz. Il a fallu avoir aussi l'accord de l'éditeur initial, UEA, l'Association mondiale d'Espéranto. Et donc, tout ceci a pris aussi un certain temps. Ce qui fait que nous avons commencé à travailler sur ce livre, je pense, à la fin de 2019. Je dirais presque que le confinement de 2020 a été très bon pour nous, puisque chacun était un peu prisonnier chez lui sans pouvoir sortir beaucoup. Donc, nous avions eu du temps pour nous consacrer à la traduction. Bon, heureusement, le confinement n'a pas duré trop longtemps, mais nous avons continué petit à petit et finalement, ça a pu paraître en juin 2022, après à peu près 2 ans et demi de travaux. Alors, parmi mes difficultés, donc il y a eu les difficultés de la traduction elle-même, en particulier pour la partie 3 sur l'Union soviétique, où j'avais du mal à comprendre toute la philosophie et la linguistique marxiste-léniniste. C'était un peu difficile. Parmi mes difficultés, il y a eu aussi, en tant que coordinateur, le fait que plusieurs personnes parmi nous avaient commencé à traduire des chapitres différents
et avait commencé à employer un vocabulaire un petit peu différent. Un petit peu, pas beaucoup, mais par exemple, fallait-il mettre un article ou pas au nom des associations? C'est un problème dont on s'est aperçu un peu plus tard et qu'il a fallu harmoniser. Donc tout relire pour harmoniser les noms, l'orthographe aussi de la transcription des noms russes, puisque autant par exemple Lénine et Staline, ça va, il n'y avait aucune difficulté, c'est bien classique en français. Trotsky, certains mettent un i à la fin, d'autres mettent un y, donc il a fallu harmoniser. Et puis il y a un grand nombre de gens qui ne sont connus dans aucun livre en français actuel, et par conséquent, il a fallu inventer nous-mêmes une transcription à partir du russe, ce qui n'était pas toujours évident. Donc nous avons suivi les règles, mais parfois il y a plusieurs règles. Donc ça a permis aussi des discussions entre les traducteurs, donc des réunions où nous reprenions page par page pour voir est-ce qu'on fait ceci ou est-ce qu'on fait cela. Et puis moi, en tant que coordinateur, ce qui m'a posé problème aussi, c'est l'index lexical, tout à fait à la fin, avec les noms de toutes les personnes qui sont plus ou moins citées dans ce livre, en particulier parce qu'il y avait des caractères différents. Et le logiciel LibreOffice, puisque nous utilisons LibreOffice, pouvait régler son mode de fonctionnement, soit avec le français, soit avec l'anglais, soit avec le tchèque, soit avec le russe ou n'importe quelle autre langue. Mais c'était difficile de mélanger différentes langues. Par exemple, quand on a des lettres accentuées en espéranto, quand on a des lettres accentuées en tchèque, en polonais, qui ne sont pas les mêmes qu'en français. Donc, le classement de ces différentes lettres se trouve un peu bizarre. Et par conséquent, il a fallu, après avoir fait l'index lexical, reprendre un petit peu le classement pour remettre certaines lettres dans un ordre qui était plus conforme à l'habitude française. Donc, j'ai beaucoup progressé dans l'utilisation de LibreOffice avec cette traduction. Voilà, et donc nous avons rectifié la plupart des erreurs. Il en reste encore, malheureusement. Donc certains lecteurs m'ont donné une liste d'erreurs ou d'imprécisions ou d'améliorations qui seraient possibles dans notre traduction, mais c'était trop tard, c'était imprimé. Et puis, dernière chose, donc je ne vais pas demander un vote, disons, des personnes qui ont lu le livre ici, mais par exemple, est-ce que les lecteurs se sont aperçus, sans se plaindre, puisque pour l'instant je n'ai reçu aucune plainte, que les images étaient à basse définition, malheureusement. C'est-à-dire que normalement, les images du livre, qui ont dû coûter quelques euros supplémentaires dans la fabrication du livre, auraient dû être à haute définition. Donc, Martin Schaeffer de UEA m'avait envoyé le fichier à haute définition, mais bien sûr qu'il fallait traduire, remettre en page, etc. Donc, mon problème, c'est que j'ai envoyé à la personne chargée de la fabrication du livre à l'Harmattan un brouillon à basse définition, puisque ce n'était pas la peine d'envoyer plusieurs dizaines de mégaoctets s'il fallait changer. Et donc, apparemment, ça devait convenir. Et le plan, c'était d'envoyer ensuite le fichier à haute définition. Et malheureusement, le fichier à haute définition n'a pas été envoyé, c'est de ma faute. Mais la personne à l'Harmattan ne s'en est pas aperçue non plus, a oublié l'affaire. Et le livre a été imprimé avec les images à basse définition. Donc, je peux envoyer le fichier PDF à haute définition à tous ceux qui en ont envie, mais dans le livre, malheureusement, c'est à basse définition. Donc, ça fait partie des difficultés. On espère que s'il y a une nouvelle impression, ça sera bien remis en forme. J'espère que dans les fichiers PDF, dans les semaines à venir, ça pourra être mis en forme à haute définition. Mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. J'ai traduit donc, je crois, deux ou trois petits chapitres. Donc, je suis l'un des plus modestes contributeurs. Ça a été, enfin pour moi, difficile. C'est la première fois que je faisais un exercice comme ça, de plusieurs pages. Et donc, c'était difficile et heureusement, ça a été un travail collectif et je remercie beaucoup tous ceux
qui par la suite ont repris, ont relu, ont corrigé des fautes. Et voilà, c'est donc voilà. Mais comme dit Pierre, bon, il y a des erreurs et si on a la chance de refaire une édition supplémentaire, on espère améliorer ce texte. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci. Je voudrais juste dire deux, trois choses qui pourraient servir d'argument pour enfin, lorsque des personnes s'opposent à l'espéranto. Donc moi j'ai trouvé grâce à Solif que moi, j'ai noté ceci. L'espéranto, ce sont souvent des opposants qui en parlent parfois le mieux. Alors je donne deux exemples que l'on trouve dans le livre. En 1928, le ministre bulgare de l'Éducation publique a ordonné la dissolution de tous les clubs d'élèves d'espéranto. Et parmi les raisons invoquées, en premier, c'était parce que l'espéranto est une langue facile. Et donc, les élèves s'habitueront aux choses faciles. Voilà. Et deuxième opposant à l'espéranto, c'est Franz Thierfelder, qui était secrétaire général de l'Académie allemande à Munich, et qui, dans les années 20 et 30, donc, s'opposait à l'espéranto. Alors, pourquoi? Eh bien, non. Malgré son opposition à l'espéranto, il trouvait que l'espéranto progressait en raison de sa structure interne, ingénieuse et pratique. Voilà. Donc, mais on peut trouver comme ça de très nombreuses choses intéressantes. Moi, j'ai pas participé du tout à la traduction, mais je voulais dire quand même concernant les éditeurs, que je pense pas qu'en général les éditeurs distribuent le livre à toutes les librairies parce que c'est pas réalisable, mais ils font un catalogue un certain temps avant la publication du livre, et c'est les libraires qui, d'après ce catalogue, leur commandent les livres, donc ils répondent aux commandes qui sont faites d'après un catalogue. Donc, il faut que le catalogue soit prêt quand même plusieurs semaines ou éventuellement plusieurs mois au moins plusieurs semaines avant la parution du livre. C'était une remarque. Est-ce que, alors je sais pas du tout, j'ai jamais fait ça. Je trouve qu'il y aurait un marché quand même qui pourrait être intéressant pour le livre. Ce sont les bibliothèques. Est-ce que quelqu'un sait comment on contacte des bibliothèques? Alors je verrais par exemple certaines bibliothèques universitaires, d'une part, des bibliothèques universitaires, surtout lorsque ce sont des universités d'histoire ou de lettres. Et deuxièmement, les bibliothèques de grandes villes de la francophonie. Voilà. Est-ce que certains ont l'habitude de contacter les bibliothèques? Allô? Je pense qu'il y a l'Association des bibliothèques de France, l'ABF. D'accord. Et parmi nous, qui pourrait les contacter? Je pense que bon, la librairie L'Harmattan elle-même envoie ses catalogues, au moins par Internet, à toutes sortes de destinataires. Par exemple, depuis que je suis auteur, je reçois le catalogue régulièrement de L'Harmattan. Donc moi, éventuellement, je peux contacter, mais je pense que ça a déjà été fait. Et puis en fait, éventuellement chacun parmi nous, si nous sommes clients d'une bibliothèque municipale ou d'une bibliothèque quelconque, nous pouvons aussi proposer à la bibliothèque en question. Donc en fonction des souhaits des bibliothécaires, soit ça sera commandé, soit pas. Mais donc effectivement, je pense que c'est un livre qui n'est pas très facile à lire, mais qui peut être une référence pour non seulement l'histoire de l'espéranto, mais je pense que par l'intermédiaire de cette histoire de l'espéranto, on apprend un certain nombre de choses sur comment fonctionnaient les pays à telle époque,
la société des nations entre les deux guerres, comment fonctionnait l'organisation des pays communistes d'Europe de l'Est dans les années 50 ou 60. Donc, si on peut dire, ça fait une petite histoire qui permet de mieux comprendre la grande histoire. Oui, alors, pour ce qui est de contacter, il faut effectivement avoir un tract, un papillon parce que Mireille Grosjean appelle un papillon, mais un tract qu'on puisse envoyer effectivement à des bibliothèques. Et je me rappelle effectivement dans une association mathématique, dont je faisais partie, on a édité à un moment un petit catalogue des livres qui, selon nous, méritaient d'être commandés par les différents centres de documentation des établissements scolaires, de manière à leur suggérer la commande de ce livre. Mais il faut effectivement que nous, on fasse un tract, un document d'information qu'on puisse diffuser par différents moyens, peut-être en plus du catalogue de l'Harmattan, parce que dans le catalogue de l'Harmattan, on ne doit pas être tout seul, il doit y avoir pas mal d'autres livres. Effectivement, c'est un très gros publieur, donc de livres en petite quantité. Mais donc, effectivement, oui, ce que je pourrais faire, c'est envoyer un exemplaire, disons, du prospectus de l'Harmattan sur le livre spécialement l'espéranto langue dangereuse. D'accord. Bon, donc la conférence sur l'avenir de l'Europe, je pense que certains parmi vous en ont entendu parler, mais probablement pas grand monde parce que dans les chiffres optimistes, il y a à peu près un Européen sur 8000 qui y a participé. C'était normalement un grand débat, un peu comme en France, il y a eu le grand débat national à la suite du mouvement des Gilets jaunes. Donc là, c'était un grand débat européen, puisque les dirigeants de l'Union européenne se sont rendus compte que ça ne marchait pas si bien que ça et que le peuple était un petit peu désabusé, déçu du fonctionnement de l'Union européenne. Alors, j'espère que ce que je projette actuellement est visible sur vos écrans. Donc, il y avait d'une part une plateforme Internet multilingue, c'est ce qui est sur la gauche de l'écran, où en principe, il y avait la participation possible de tous dans toutes les langues officielles. Et donc, chacun pouvait émettre des idées nouvelles pour lesquelles on pouvait voter. Et le point intéressant, c'est que comme il y avait un traducteur automatique, on pouvait émettre ses idées ou ses commentaires dans une langue et les autres pouvaient voir nos idées ou nos commentaires dans d'autres langues. Il y a eu quelques cafouillages, en particulier parce que le traducteur était fort mauvais, anormalement mauvais pour un traducteur automatique, mais finalement, ça s'est amélioré et c'était pas si mal que ça. En tout cas, l'idée elle-même était bonne. Mais donc, il y a eu à peu près 50 000 participants inscrits. Si on imagine 400 millions d'Européens, ça fait un Européen sur 8 000, donc quand même, ça ne fait qu'une minorité de participants. Mais avec 17 000 idées proposées et 22 000 commentaires, ça a été compliqué pour les gens de l'entreprise Kantar, donc l'entreprise de sondage public, d'en faire le résumé. Et personnellement, j'admire leur travail qui a assez bien fait le commentaire final. Bon, mais ça n'était, si on peut dire, que du bavardage de citoyens de base. Et le vrai cœur de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, c'était les panels de citoyens européens, en principe désignés au hasard. Il y avait 4 panels de 200 personnes avec des sous-groupes. Ces sous-groupes pouvaient fonctionner avec interprétation, donc normalement les gens pouvaient parler dans leur langue. Et puis il y avait des facilitateurs professionnels qui étaient chargés d'animer, de faire le compte-rendu de ces réunions. Et puis il y avait aussi des sessions plénières avec la totalité des participants. Donc, ces panels de citoyens européens devaient émettre des recommandations qui étaient validées ou non par l'assemblée plénière de la conférence, donc constituée d'environ 400 personnes, des représentants des pays, des représentants des institutions européennes, etc. Et là aussi, ça devait fonctionner avec interprétation. Cette assemblée plénière faisait des propositions, et donc au bout du compte, il y a eu 49 propositions qui étaient adoptées. Mais ces 49 propositions étaient, en fait, avec plusieurs mesures par proposition, ça faisait, je pense, plusieurs centaines finalement de mesures proposées au bout du compte. Oui. Alors, donc,
on pouvait avoir aussi des événements organisés au plan national. Par exemple, en France, il y a eu un panel dans chaque région administrative, donc des gens tirés en principe au hasard, et puis des animateurs qui leur faisaient parler ce qu'il fallait parler. Et ce qui est spectaculaire, c'est que dans les rapports de ces panels nationaux, il n'est question d'espéranto que dans le rapport italien. Alors, ce rapport italien est mauvais, donc je n'hésite pas à le dire, en particulier parce qu'il dit du mal de l'espéranto. Il dit le rêve de l'espéranto s'étant effondré. Alors, en soi, c'est compréhensible que ça n'est pas très fort, l'espéranto en ce moment. Mais comme on le verra dans quelques instants, sur la plateforme multilingue, l'espéranto n'était pas effondré du tout. Au contraire, il était même plutôt en bonne position. Donc, ça montre que les gens du panel national italien n'ont pas lu ce qui avait été fait par la plateforme multilingue. Donc, c'est pas très sérieux. Et puis, c'est mauvais aussi pour une deuxième raison. Donc, il affirme que le rêve de l'espéranto s'est effondré. Donc, on fait un trait sur l'espéranto. Mais il dit aussi le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne a soulevé des doutes quant à la possibilité d'adopter comme langue commune l'anglais. Donc, on élimine l'anglais. Et ses recommandations, premièrement, promouvoir l'adoption d'une langue commune. Donc, si on élimine l'espéranto et si on élimine l'anglais, on ne voit pas très bien ce qui peut rester comme langue commune. Voilà, donc c'est pour dire que les panels nationaux, ce n'était pas très glorieux. Alors, en France, ce n'est pas beaucoup plus glorieux. On ne parle pas d'espéranto, mais il existe deux versions du rapport des panels nationaux français, un rapport long et un rapport court. Dans le rapport long, le terme langue est cité plus de 20 fois, et dans le rapport court, qui est censé être un résumé, le terme même de langue n'y apparaît pas du tout, aucune fois. Donc, ça ne fait pas très sérieux. Bon, et donc, l'entreprise Kantar a fait un gros travail. On peut sûrement faire mieux, mais c'était quand même bien. Résumer 17 000 idées et 22 000 commentaires dans quelques dizaines de pages, c'était quand même du bon travail. Donc, il y avait d'une part un résumé thématique, d'autre part des cartes mentales, et puis pour chaque thème, puisqu'il y avait une dizaine de thèmes en tout, description des 5 idées les plus soutenues et des 5 idées les plus commentées. Alors, je prends ici, voilà, comme je suis président d'Europe Démocratie Espéranto, j'ai d'abord pris ce qui traite le thème de la démocratie européenne. Et donc, dans les idées les plus soutenues, donc, vous avez le tableau ici, donc des 5 les plus soutenues et des plus commentées, les 5 les plus commentées. Donc, l'idée la plus commentée, c'est nous avons besoin d'une langue européenne commune. Alors, quand on regarde l'idée en question, il n'est pas spécialement question d'espéranto. Comme c'est rédigé en anglais, ça serait peut-être plutôt pour l'anglais, mais en fait, c'est juste pour insister sur le besoin d'une langue européenne commune. L'auteur de cette proposition ne dit pas spécialement qu'il propose l'anglais. Bon, après, il y en a d'autres qui ne sont pas inintéressantes. Et la 5e, la plus commentée, c'est la démocratie européenne commence par une langue commune, l'espéranto. Donc, c'est déjà bien. Et un point intéressant aussi, c'est que parmi les idées les plus soutenues et les plus commentées, il y a des idées proposées par la Confédération européenne des syndicats. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est une organisation européenne qui a des idées sur comment devrait être l'Union européenne pour que ça fonctionne mieux, pour que la population soit plus écoutée, etc. Donc, elle a aussi beaucoup d'adhérents. Et donc, cette Confédération européenne des syndicats a envoyé probablement un message à ses adhérents et sympathisants pour dire participez à cette conférence sur l'avenir de l'Europe et soutenez telle idée, telle idée, telle idée. Donc, c'est bien. Je dois dire que je suis plutôt satisfait, disons, de jouer dans la même catégorie que la Confédération européenne des syndicats. Donc ça, c'était pour la démocratie. Et dans le rapport officiel de Kantar, il y avait toujours dans la partie démocratie, promouvoir une identité européenne et un espace public commun. Il est bien dit clairement, donc c'est moi qui ai surligné en jaune, le sujet de la langue est le plus discuté. Une langue commune est considérée comme un moyen efficace et parfois le seul moyen de créer une identité européenne forte, voire par exemple cette idée.
l'espéranto est souvent présenté comme une langue unificatrice, donc avec un lien vers une autre idée, et notamment pour contourner les divisions entre les partisans de chaque langue nationale. Bon, après, bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord sur la langue, mais c'est déjà un bon point. Donc, le rapport de Cantar insistait bien là-dessus. Toujours dans le rapport de Cantar, donc il y avait des cartes mentales, et en particulier pour promouvoir une identité européenne et un espace public commun, donc il y avait marqué en premier instaurer une langue commune pour l'Union européenne et ou promouvoir le multilinguisme. Et puis, créer des équipes sportives de l'Union européenne, instaurer un jour férié, et des choses comme ça, donc pour faire corps dans l'Union européenne. Pas de problème, c'est bien fait. Alors maintenant, j'en viens à la partie éducation. Donc il y a un thème qui s'appelait éducation, culture, jeunesse et sport. Et là, c'est assez spectaculaire parce que dans les premières suggestions, les idées les plus soutenues, il y en a beaucoup qui ont trait à l'espéranto et il y en a aussi beaucoup qui viennent de la Confédération européenne des syndicats. En particulier, celle qui est à la fois la plus soutenue et la plus commentée, c'est l'Union européenne a besoin de meilleures formations en langue. Donc, c'est la proposition de Schennerheim pour dire que l'espéranto, c'est une langue qui est facile, qui donne confiance en soi pour apprendre d'autres langues. Et une fois qu'on a appris l'espéranto, on est mûr pour apprendre d'autres langues plus facilement. Comme disent les gens, l'espéranto a une fonction propédeutique pour l'apprentissage des autres langues. Donc, ça a été la plus soutenue jusqu'au bout. Donc là, j'ai mis, je crois, l'extrait du rapport de novembre 2021. C'est à ce moment-là que fonctionnaient les panels de citoyens. Donc, c'était à la fois la plus soutenue et la plus commentée. Et ensuite, dans les plus soutenues, on avait deux idées de la Confédération européenne des syndicats. Et dans les plus commentées, on avait encore 3 propositions ayant trait à l'espéranto. Puisqu'en fait, enseignement des langues en Europe, c'est aussi par l'intermédiaire de l'espéranto. Et puis, des apprenants de langue plus heureux, des professeurs de langue plus performants, grâce à l'espéranto. Donc, de ce point de vue-là, l'espéranto était bien en finale, si on peut dire. Mais ça n'a pas été très loin. Alors, dans le rapport de Cantar, c'était clairement dit, promouvoir une identité européenne commune, donc dans la partie enseignement, jeunesse et sport, etc. La mise en place d'une langue européenne commune est considérée comme un élément susceptible de favoriser l'intégration, etc. Et donc, bon, on peut parler de l'espéranto, on peut parler du latin, on peut parler de l'anglais. Et donc, dans le rapport, il était bien question d'espéranto sans problème, et de langue en particulier. Donc, si on regarde maintenant les panels, c'est beaucoup moins intéressant pour nous. C'est-à-dire que le panel 1 regroupait à la fois l'économie plus forte, justice sociale et emploi, tout ce qui est éducation, culture, jeunesse, sport et transformation numérique. Donc, en gros, ça faisait presque tout. Si on peut dire, les autres panels étaient par exemple à la place de l'Union européenne dans le monde, les problèmes de santé et d'écologie. Mais quand même, dans ce panel 1, il y avait beaucoup de choses. Et donc, dans le rapport officiel du panel 1, donc il est bien dit, les participants au panel ont également reçu les parties pertinentes et les schémas conceptuels contenus dans le premier rapport intermédiaire de la plateforme numérique multilingue. Donc, on pouvait imaginer qu'ils ont reçu aussi les messages que je vous ai dit dans les 2 écrans précédents. Ce n'est pas complètement faux, mais c'est quand même un peu exagéré. Par exemple, dans la présentation vidéo de la première session du panel 1, donc il y avait un animateur qui faisait défiler un peu les différentes cartes mentales correspondant à son panel. C'était uniquement en anglais. Alors, c'était uniquement en anglais, donc le résultat, c'est que les personnes qui ne connaissaient pas l'anglais, voyaient ça et sans tellement comprendre rapidement. L'animateur parlait dans une langue, je ne me souviens plus laquelle, et cette langue était interprétée en français. Donc tout ce que disait, en français et dans d'autres langues, tout ce que disait l'animateur était compris
par les auditeurs, par les membres de ce panel. Par contre, ce qui était projeté à l'écran, on faisait ce qu'on pouvait. Donc, pour ceux qui comprennent l'anglais, il y a marqué adopter un langage commun neutre, soit espéranto, soit latin, soit anglais, mais c'était noyé au milieu d'autres propositions, et du fait que ça n'était pas décrit, contrairement à d'autres propositions oralement par l'animateur, ça n'a pas été traduit et ça n'a pas été interprété, ça n'est pas arrivé jusqu'aux oreilles des participants. Donc, ce qui fait que je pense que la majorité des participants n'ont pas vu ce problème de langage neutre commun, que ce soit l'espéranto, le latin ou l'anglais. On avait aussi un autre problème parce qu'on pourrait se dire c'est le hasard. Donc, par exemple, l'animateur a pu parler d'instituer un jour férié le 9 mai. L'animateur a pu parler d'organiser des événements sportifs, etc. Donc ça a été bien interprété oralement. Il faut se dire, bon, peut-être qu'il a oublié que c'est le hasard s'il n'a pas parlé de langue commune. Mais dans la deuxième session, on a eu encore présentation des différents points qui étaient dans la plateforme multilingue. On avait encore une carte mentale pour essayer de stimuler l'identité commune européenne. Et là aussi, adopter un langage commun, soit l'espéranto, soit le latin, soit l'anglais, était complètement en bas de la liste et n'a pas été repris par l'orateur. Donc, le résultat, c'est que les pauvres participants n'ont pas vu du tout de quoi il s'agissait. Le résultat, c'est que la recommandation finale du panel 1, c'était l'anglais comme langue commune. C'est quand même un peu étrange d'avoir éliminé l'espéranto sans le dire, disons sans discussion manifeste, et de promouvoir ensuite l'anglais comme langue commune. Et ce panel 1 a promu l'anglais comme langue commune de façon assez étrange et je dirais même complètement impraticable. Par exemple, il demandait que les enfants atteignent un niveau C1 dans une langue active de l'Union européenne autre que la leur à partir de l'école primaire. Donc, pour moi qui étais parent d'élèves, pour moi qui étais enseignant, je pense que c'est complètement irréalisable. Déjà, les enfants ont du mal à atteindre un niveau C1 dans leur propre langue, donc un niveau C1 dans une autre langue, c'est, je pense, hors d'atteinte. Toujours dans les recommandations de ce panel 1, nous recommandons que l'anglais soit enseigné selon une norme certifiable en tant que matière principale, etc. Bon, c'est une proposition qui en vaut une autre, pourquoi pas, mais quand on regarde les raisons de cette recommandation, on voit en particulier une telle approche permettrait la diffusion d'une langue européenne commune dans un délai très court. Bon, je ne sais pas combien vaut ce délai très court, mais je pense que c'est au moins plusieurs dizaines d'années. Donc, en termes de politique, on ne peut pas appeler ça un délai très court. C'est pas démocratique. C'est pas démocratique, mais en plus, c'est irréaliste, je pense. Voilà. Alors, l'Assemblée plénière, qui était constituée de représentants des États, de représentants de la Commission européenne, de représentants d'un certain nombre de grandes structures européennes, a un peu adouci ses prescriptions et, par exemple, après des remarques générales de la promotion du multilinguisme, de la promotion des langues régionales et minoritaires, etc., pour ce qui est d'acquérir des compétences dans une autre langue, c'est au niveau le plus élevé possible. C'est-à-dire qu'en gros, C1, c'est complètement impossible, donc on fait ce qu'on peut dans la langue qu'on peut. Et puis, le niveau d'anglais certifié, donc effectivement, on peut encourager ça, mais on ne peut pas vraiment exiger quoi que ce soit parce que c'est un peu irréaliste. Donc, je pense que les politiciens et professionnels qui étaient dans cette assemblée plénière se sont rendus compte qu'il y a quand même des propositions un peu exagérées. Alors maintenant, je voudrais un peu insister sur le pourquoi, pour essayer de comprendre comment la demande linguistique d'espéranto et de politique linguistique en général a été éliminée. Donc en fait, dans le thème éducation, ce qui était le plus soutenu, le plus approuvé et le plus commenté, c'était le rôle propédeutique de l'espéranto pour aider au multilinguisme. Et ça a été éliminé du rapport de la plateforme multilingue alors que c'était la proposition la plus soutenue. Donc je vous ai montré tout à l'heure
les cartes mentales, et dans les cartes mentales, il n'y a pas spécialement marqué que l'espéranto aide pour l'apprentissage des autres langues. Et j'imagine que les gens de Kantar qui ont fait le rapport n'ont pas compris que l'espéranto pouvait aider à l'apprentissage des autres langues. Donc, ils l'ont fait disparaître de leur carte mentale. Ils l'ont bien laissé dans la formation d'un esprit européen pour avoir une espèce, je ne veux pas dire nationalisme, mais au moins d'esprit de corps européen. Il nous faut une langue commune. Donc ça, ils l'ont bien compris, ils l'ont bien mis en évidence. On ne peut pas leur reprocher. Par contre, le rôle propédeutique de l'espéranto, ça n'apparaissait pas dans l'intitulé de la proposition de Shane O'Reilly, ni dans celle d'après. Des apprenants en langue plus heureux, ce n'était pas vraiment très net. Donc, ça a été supprimé. Alors, le rôle propédeutique de l'espéranto a été supprimé, je pense, parce que les rédacteurs de Kantar n'ont pas compris le fond du problème. Et puis ensuite, il restait de développer une identité européenne commune. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, l'animateur de la première session, tout autant que de la deuxième session, a décrit oralement un certain nombre de propositions pour développer cette identité européenne commune, mais pas adopter un langage commun neutre. Donc, les gens n'en ont pas eu connaissance. Donc, ce qui fait que les participants au panel n'avaient pas de raison spéciale d'essayer de discuter ou de proposer quoi que ce soit ici, alors que probablement, peut-être, si on leur avait dit oralement, ils auraient peut-être pu en parler. Il restait quand même l'identité européenne, mais à l'intérieur de ce panel, il se trouve, c'est peut-être le hasard, que chaque responsable de groupe de travail rédigeait son rapport, rédigeait son compte-rendu dans la langue de son choix. Et donc, dans ce panel 1, il y avait certaines parties qui étaient rédigées en français, d'autres rédigées en roumain, d'autres rédigées en tchèque, en anglais, en allemand, en espagnol. Donc, je crois que pour le panel 1, il y avait 8 langues de rédaction des comptes rendus. Mais il se trouve que les comptes rendus traitant de la politique linguistique et de l'enseignement des langues étaient des comptes rendus en anglais. Donc, le rédacteur étant anglophone, a fait son rapport en anglais et a probablement eu une certaine tendance à pousser, il était facilitateur du groupe, mais ça a dû faciliter aussi l'apparition de l'anglais comme langue commune, alors que ça n'était demandé pas du tout par les citoyens. Et je pense que s'il y avait eu un autre langage par d'autres facilitateurs, ça aurait probablement été différent. Voilà, donc le résultat, c'est que les citoyens ont demandé sur la plateforme multilingue une politique linguistique claire. Et donc, on peut dire, même si la demande d'espéranto, c'est le fait d'un groupe de pression organisé, un peu comme la conférence européenne des syndicats, les autres structures auraient dû prendre cette demande en compte, en discuter et l'éliminer si ça ne leur paraissait pas convenable. Le seul panel national qui a abordé cette question a montré son incompétence, notamment parce que, en fait, ce panel national italien a eu une semaine en tout. Le recrutement des membres du panel par les réseaux sociaux a eu lieu, mettons un jour J. Dans la même semaine, on a eu sélection des candidats, puisqu'il fallait que ça soit homogène, enfin régulièrement réparti par sexe, par catégorie sociale, avec une surreprésentation des jeunes. Donc, on a eu sélection la même semaine. Et puis, réunion par Internet des membres de ce panel national italien en une semaine. Donc, les participants n'ont pas eu vraiment le temps de réfléchir au problème. Et puis, on a constaté aussi que les panels européens qui étaient pilotés par des facilitateurs ont fait disparaître cette demande. Donc, le résultat, c'est que la politique linguistique en général, et l'espéranto en particulier, semble impensable pour les responsables de l'Union européenne. Donc, heureusement, nous n'allons pas en camp de concentration, ni en camp de travail, ni, bon, moi qui suis retraité, je ne risque pas de perdre mon emploi, mais quand même, on peut considérer que l'espéranto, c'est encore une langue dangereuse pour un grand nombre de responsables politiques d'Europe en général.
Alors, il y a d'abord un mythe qu'il faut, enfin, c'est pas un mythe, mais donc c'est une contre-vérité manifeste qu'il faut souligner, c'est que l'anglais n'est pas une langue neutre, puisque c'est une langue qui est parlée par une partie des Européens. Donc, on ne peut pas considérer ça comme une langue neutre, à l'instar de l'espéranto ou du latin éventuellement. Donc, on peut promouvoir ça comme une langue commune, mais pas comme une langue neutre, véritablement neutre. Alors, il y a aussi comment dirais-je, quelques confusions par rapport au Brexit, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui s'imaginent que parce que justement le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, que ce serait devenu une langue neutre. Tout d'abord, ce n'est pas le cas parce qu'il y a toujours l'Irlande qui fait partie de l'Europe et Malte dans une certaine mesure, parce que Malte est en fait aussi un pays, même si on parle le maltais, où il y a beaucoup d'anglophones, enfin beaucoup de gens qui sont quasiment bilingues maltais et anglais. Donc, ce n'est pas une langue neutre. Et d'autre part, il y a le fait que le principal concurrent, le compétiteur au niveau mondial, au niveau stratégique et commercial, ce sont les États-Unis qui parlent l'anglais. Donc là, il y a une supercherie qu'il faut absolument démonter et qu'il faut dénoncer aussi. Donc, parce que si on adopte l'anglais comme langue commune pour l'Europe, en fait, on va se soumettre à donc, des impératifs commerciaux et culturels et stratégiques des États-Unis. Voilà ce que je voulais dire. Si je peux embrayer un petit peu sur le sujet, Didier Jadot, là. Alors, sur le sujet, effectivement, de dire que l'anglais n'est quasiment plus une langue natale dans l'Union européenne, bon, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui utilisent cet argument. Et quand on leur dit, oui, mais c'est effectivement la langue d'une grande puissance étrangère qui sont les États-Unis, qui sont concurrents de l'Union européenne, ça n'a pas l'air de les gêner. Alors, quand on leur dit, mais finalement, avec ce raisonnement-là, on pourrait aussi adopter le russe ou même le chinois comme langue commune. Alors là, effectivement, il y a une réaction qui change complètement, c'est assez amusant. Mais ils nous disent oui, mais attends, le russe et le chinois, c'est impossible, c'est des méchants, et les Anglais, et les États-Unis, c'est des gens. Il y a quelques personnes qui se posent des questions, mais c'est vrai que c'est un raisonnement qui est assez curieux, parce qu'effectivement, la langue d'une puissance étrangère, ça les gêne quand c'est certaines puissances étrangères, mais pas quand c'est les États-Unis. C'est effectivement une remarque qu'on peut faire, alors que les anglo-saxons dans le monde, c'est quand même une puissance qui est finalement extrêmement impériale, finalement. Hein. Et qui est beaucoup plus prégnant en Europe que les Chinois, qui effectivement semblent être menaçants, mais qui finalement sont beaucoup moins présents que les États-Unis en Europe. Donc c'est vrai que c'est un peu curieux comme réaction. Hein. Et voilà. Et quand on fait cette comparaison-là, les gens sont très peu nombreux à percuter, si je puis dire. Il y a un manque aussi de perspective historique, hein, parce que j'ai vu aussi sur Internet donc une carte du monde entier avec toutes les nations du monde. Et alors, il y avait toutes les nations que les Anglais, que les Britanniques ont envahies. Et je crois qu'il y avait peut-être 7 ou 8 nations dans le monde entier qui n'avaient pas été envahies par les Britanniques. Pour vous donner un ordre d'idée. Et alors, il y a beaucoup de gens, surtout en Amérique latine, notamment, qui considèrent les États-Unis comme une puissance qui abuse de sa position dominante pour imposer un tas de choses. On peut parler pendant des heures de cela, naturellement. Mais... Donc, il y a là quand même, on ne choisit pas le russe contre le chinois, ou le mandarin ou l'anglais. Il s'agit simplement d'arriver à une situation où il y aurait une langue neutre qui soit une langue véritablement, enfin, pas tout à fait européenne, mais quand même, qui permette à l'Europe de s'affirmer d'une façon différente. Les participants à la réunion de ce soir, est-ce que certains ont lu le livre, donc lu le livre en français, lu le livre en espéranto ou dans une autre langue, pour essayer de dire leur opinion? Didier Jadot. Donc, pour ma part, en fait, j'ai lu le livre dans la version originale il y a un certain nombre d'années, en fait. Hein. Donc, c'est un petit peu lointain, mais je me souviens, j'avais apprécié à cette époque-là pour l'aspect historique, en fait, hein, d'ailleurs. Hein, c'était très intéressant, l'aspect historique.
Bon, c'est vrai qu'il est difficile de comparer, je dirais, l'époque effectivement décrite par l'ouvrage avec l'époque d'aujourd'hui. Hein. C'est vrai que c'est différent. Mais c'est vrai que on retrouve un petit peu ce rejet malgré tout de l'espéranto, même si effectivement tout le contexte est différent. Donc voilà, mais bon, disons que mes souvenirs sont un peu lointains parce que ça remonte à pas mal d'années quand même, la lecture de la version originale. Oui, ici Pierre, donc je voudrais revenir sur ce problème. Donc en Europe de l'Est et en particulier en Russie, donc le livre parle beaucoup des persécutions staliniennes et vous savez que je crois que Ulrich Lins l'a dit, il a fait une nouvelle version de son livre après la chute du mur de Berlin, lorsque les archives soviétiques ont été ouvertes et que les historiens ont pu travailler sur les archives russes, sur les archives d'Allemagne de l'Est, sur les archives tchèques, etc. Et dans l'interview qu'il nous a donnée samedi dernier, il me semble qu'il y a une phrase où il dit que en gros, qu'ils ont pu travailler sur les archives pendant un certain temps. Et donc, actuellement, je pense que vous avez entendu parler des problèmes de l'association Mémorial, qui est une association russe qui essaye de garder le souvenir, de faire des recherches sur les persécutions staliniennes, pas spécialement sur l'espéranto, mais donc pour tous les contrevenants à l'ordre établi. Et cette association mémoriale a eu d'une part ses financements supprimés, d'autre part récemment son autorisation d'exercer a dû être supprimée aussi. Elle est considérée comme agent de l'étranger par le gouvernement russe actuel, donc ça devient difficile pour elle de travailler. Donc on peut considérer que dans une certaine mesure, les oppositions actuelles en Russie se retrouvent un peu dans la même situation qu'en 1930. Disons, par rapport à la guerre en Ukraine, il y a eu des prises de position d'espérantistes russes. Et c'est pas simple pour eux, je pense, cette situation. Donc, il y a eu plusieurs anciens présidents de l'association russe d'espéranto qui ont pris position contre la guerre en Ukraine, mais le président actuel a fait savoir officiellement qu'il n'était pas question que l'association russe d'espéranto prenne position là-dedans, et que lui-même, à titre personnel, était tout à fait favorable à l'opération militaire spéciale en cours. Donc, je pense qu'en Russie, actuellement, ça doit être aussi difficile, même si probablement il y aura moins de morts dans des camps de rééducation qu'à l'époque de Staline, mais je pense que la pression sociale doit être un peu du même ordre. J'aurais aimé que René Triol puisse participer, même par téléphone, parce qu'au congrès interassociatif de Trélissac, il y a à peu près 2 mois, quand on avait un peu parlé de la parution de ce livre, elle m'avait dit qu'en Irak, sous Saddam Hussein, il y avait aussi un espérantiste qui avait eu des problèmes avec la police uniquement à cause de l'espéranto. Donc on lui avait dit qu'il ne fallait pas faire d'espéranto parce que c'était contraire à la politique gouvernementale. Donc, bon, la personne n'a pas dû avoir plus d'ennuis que ça, donc si elle a arrêté de faire de l'espéranto, mais c'est pour dire que c'est quand même difficile. Et je me souviens aussi, c'était après le changement de régime en 1989 ou 10, je ne sais plus exactement, en Roumanie. Donc, j'avais correspondu plus ou moins avec un Roumain qui disait que dans son pays, donc à un moment, il avait proposé à un centre social à côté de chez lui de faire une activité d'espéranto et la direction du centre social avait dit pourquoi pas. Donc, tel jour, il y a cours de piano, tel jour, il y a club d'échecs et donc vous pourriez faire votre activité d'espéranto tel jour, à telle heure, dans telle salle. Bon, d'accord, ça marche. Et puis, quelques temps après, quelques mois après, le directeur du centre culturel convoque la personne qui faisait les cours d'espéranto en lui disant bon, vos cours d'espéranto, c'est pas mal. Bon, il y a quelques personnes qui vont, ça se passe bien, il n'y a pas de désordre, mais il y a un problème,
c'est que vous avez un peu trop de contact avec les étrangers. Donc, vous expédiez des lettres, vous recevez des lettres de l'étranger, donc c'est pas très convenable. Écoutez, vous pouvez continuer votre activité d'espéranto, mais à condition que vous n'ayez pas tant de contact avec l'étranger. Voilà, bon, c'est un peu caricatural, mais je pense que c'est aussi un gros problème pour un certain nombre de pays, même peut-être encore actuellement. Et pour ce qui est de l'Irak dont parlait René Triol, je me demande si c'était pas aussi parce qu'en Iran, on a un mouvement espérantiste assez développé. Et si les Iraniens font de l'espéranto, ça veut dire que les personnes en Irak qui font de l'espéranto sont aussi des agents de l'Iran, enfin, ou étaient des agents de l'Iran au moment de la guerre Iran-Irak. Donc, on peut imaginer que ce n'est pas toujours simple pour ces gens-là. Oui, sur les contacts avec l'étranger, disons que de nos jours, quasiment partout on apprend l'anglais. Donc je ne pense pas que ce soit forcément l'espéranto qui rajoute beaucoup de contacts avec l'étranger. De toute façon, via l'anglais, les gens ont déjà des contacts avec l'étranger. Donc dans la situation actuelle, je suis pas certain que ce critère soit forcément prédominant. Bon, d'accord, c'était il y a 30 ans. Il faut dire que la prédominance de l'anglais est due au fait que pratiquement tous les gouvernements ont imposé l'anglais comme première langue, ou quelquefois même comme langue unique d'apprentissage dans l'enseignement. Donc ce n'est pas le hasard. Mais je veux dire, c'était l'objectif, mais je veux dire, est-ce que c'est une réussite? On est loin, je pense qu'on peut dire qu'on est très loin du compte. La plupart des gens ont une connaissance médiocre de l'anglais, qui le désapprennent très vite une fois qu'ils ont quitté les bancs de l'école. Oui, et à propos de désapprendre les langues, autrefois, il y a 20 ou 30 ans, l'Union européenne faisait des enquêtes d'opinion sur les langues dans l'Europe. Donc, c'est le système Eurobaromètre. Et donc, on demandait dans tous les pays de l'Union européenne, à différentes catégories sociales, sexe, âge, etc. Donc, que connaissez-vous comme langue? Est-ce que vous envisagez d'apprendre une langue dans les années suivantes? Que voudriez-vous pour vos enfants comme connaissances linguistiques, etc. Et il y en avait à peu près tous les 5 ans, 4-5 ans, et il se trouve qu'il n'y en a plus depuis 2012. Oui. C'est l'Eurobaromètre 386. Et qui contient des erreurs d'ailleurs, cet Eurobaromètre. Il contient des erreurs statistiques. C'est possible, c'est possible. Je ne sais pas, mais en tout cas, disons, il existe. Hein. Oui, il existe, tout à fait. Et il montrait un certain nombre de choses. Premièrement, que les Européens connaissent assez mal les langues étrangères en général. Donc, on se plaint parfois des Français en disant que les Français connaissent mal les langues étrangères et en particulier l'anglais, mais en fait, ils sont dans la moyenne européenne. Et les Hongrois sont beaucoup plus mauvais qu'eux. Et c'est vrai que les Hongrois ne sont pas aidés par le fait que leur langue est tellement différente des autres langues européennes qu'ils ont beaucoup plus de mal que nous à apprendre des langues. Apprendre des langues, celles qu'on enseigne habituellement. C'est pour ça peut-être aussi qu'ils essayent d'apprendre plus l'espéranto que les Français. Et en particulier, les Hongrois montraient une diminution de la connaissance en langues étrangères en général, c'est-à-dire que depuis 1990, les Hongrois désapprennent le russe, mais n'apprennent pas tellement l'anglais pour autant. Et donc, le niveau global de connaissance des langues étrangères en général stagne en Europe depuis de nombreuses années. Et puis, cet Eurobaromètre 386, donc de 2012, expliquait, montrait, disons, parmi les questions qui avaient été posées, demandait aux Européens, souhaitez-vous que chaque langue de l'Union européenne soit traitée à égalité? En gros, est-ce qu'il faut qu'il y ait des grandes langues qui soient favorisées et des petites langues qu'on laisse un peu de côté? Donc, bien sûr, tous les Européens répondaient non, 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 il faut que toutes les langues soient à égalité. Et puis, on demandait aussi aux gens, est-ce que vous pensez qu'il faudrait une langue commune pour que l'administration de l'Union européenne communique avec les simples citoyens? Et les Européens répondaient oui, 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 ça serait bien qu'il y ait une langue commune pour que les Européens communiquent avec leur administration européenne. Laquelle? Et donc, en gros,
ça voulait dire que les Européens souhaitent l'espéranto. Donc, ils ne le disent pas comme ça, mais quand on relie les deux, c'est un petit peu ça. Bon, et ce qui est spectaculaire, c'est qu'il n'y a pas eu d'autres eurobaromètres sur les langues depuis 2012. Donc, tout se passe comme si les résultats de cette enquête de 2012 n'avaient pas donné satisfaction aux gens qui avaient commandé l'enquête. Et donc, les responsables ont arrêté de demander aux Européens ce qu'ils pensent des langues parce que ça ne donne pas les résultats souhaités. Bon, c'est une interprétation personnelle, bien sûr. Oui, donc il y a l'erreur statistique qu'il y avait, c'est qu'on a sous-estimé, je ne sais pas si ça a été fait délibéré, mais on a sous-estimé les francophones par rapport aux anglophones et par rapport aux italophones. Parce qu'il y a une erreur. Donc si on tient compte des chiffres qui sont indiqués, il y aurait plus d'italophones en Europe que de francophones, alors que c'est statistiquement impossible, puisque rien que la France seule a dépassé l'Italie du point de vue démographique à partir des années 60 ou 70, je ne sais pas. Et donc, sans tenir compte de la Belgique francophone et des francophones qu'il y a au Luxembourg par ailleurs, etc. Et donc, le Tessin et les vallées méridionales italophones en Suisse ne sont pas à prendre en compte puisqu'ils ne font pas partie de toute façon de l'Europe et que d'autre part, démographiquement, ça n'a pas le même poids. Mais les Italiens sont très actifs pour essayer de promouvoir leur langue en Europe. Parce que leur langue, ils considèrent qu'elle a un statut inférieur à ce qu'elle mérite, et il y a un certain nombre d'Italiens qui sont très actifs pour essayer de revaloriser leur langue. Je suis également moi-même surpris quand on regarde effectivement les langues enseignées donc, en France. Bon, l'anglais vient en premier, et la deuxième langue qui vient derrière, c'est l'espagnol. Je suis assez surpris de ce choix. Parce qu'en fait, la France a plus de relations déjà avec l'Allemagne, et même si on laisse l'Allemagne de côté, dans les langues latines, j'ai comme l'impression que d'une part, en Europe, l'italien est plus parlé que l'espagnol, et que même la France a plus de relations avec l'Italie qu'avec l'Espagne. Donc je suis assez surpris de ce choix de l'espagnol qui distance très largement l'italien. C'est très très surprenant. C'est parce que c'est une langue mondiale, comme à l'instar de l'anglais, c'est même un peu plus parlé que l'anglais comme langue maternelle. C'est peut-être ça. Leur pathologie, je pense qu'il y a tout simplement un aspect de tourisme. C'est-à-dire que les Français font du tourisme en Espagne et dans des pays hispanophones. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que moi qui ai été prof de lycée, je vois que l'espagnol était une langue fréquemment étudiée par les élèves, alors que je ne connaissais pas qui étudiait l'italien. Il n'y avait pas de cours d'italien dans mes classes. Donc, je pense qu'au niveau de l'enseignement, l'espagnol est effectivement beaucoup plus enseigné que l'italien. Et l'allemand a beaucoup diminué, disons. Il y a beaucoup moins d'Allemands, effectivement, d'élèves qui étudient l'allemand qu'avant. Je cite souvent l'exemple, effectivement, de quand j'étais surveillant d'une épreuve de première langue vivante au baccalauréat, il y avait un candidat qui avait un passeport allemand, mais qui avait choisi comme première langue l'anglais. Oui, ce qu'il faut, c'est une politique au niveau de chaque gouvernement européen, une politique qui favorise au moins le multilinguisme au lieu du tout à l'anglais. Et ça demande une volonté politique qui n'existe pas ou qui existe très peu. Et à cet égard, ce qui est bizarre, c'est que pour la France est entourée de grandes langues européennes. Donc, pour la France, c'est encore d'autant plus incompréhensible que je ne dis pas qu'il y a une politique de favoriser à tout prix l'anglais, mais quand on voit, par exemple, les concours d'entrée pour les grandes écoles, etc., on voit que de plus en plus, on laisse la possibilité uniquement de choisir l'anglais comme langue étrangère principale par rapport à d'autres langues. Je veux dire, je parle pour le concours d'entrée pour l'école de la magistrature, lorsque Mme Rachida Dati était garde des Sceaux, et alors récemment, dans le précédent gouvernement de la précédente mandature d'Emmanuel Macron, il y a eu Frédéric Vidal qui a voulu
introduire aussi un certificat, je ne sais pas de quoi c'est, où uniquement l'anglais était choisi comme langue étrangère pour obtenir ce certificat. C'est totalement incompréhensible et on se demande qui a décidé ça, qui écrit, qui tient la plume dans ce genre de rédaction de législation qui discrimine les autres langues étrangères par rapport à l'anglais. Non, mais l'idée officielle actuellement, c'est que chaque élève apprenne au moins 2 langues étrangères. Parce qu'on se dit que s'il apprend au moins 2 langues étrangères, à ce moment-là, l'une des 2 sera l'anglais, mais il sera bien forcé de choisir une autre. Mais bon, c'est vrai que l'autre, il n'atteint pas un niveau très élevé. Oui, et le problème aussi, c'est que si tout le monde apprend l'anglais en première langue et que les gens utilisent des langues de seconde, enfin des deuxième langues étrangères différentes, le résultat, c'est que pour communiquer les uns avec les autres, ça marchera toujours pas autrement que par l'anglais. Tout à fait, tout à fait. Et pour moi, un des problèmes avec l'anglais, c'est que malgré les milliards d'euros dépensés par les pouvoirs publics pour enseigner l'anglais, les citoyens de base ne sont toujours pas capables, par exemple, d'avoir une discussion politique en anglais et de savoir comment interpréter les déclarations de tel ou tel politicien ailleurs que chez eux. Donc, tout à fait. Disons, pour moi, à la limite, si tout le monde, d'un coup de baguette magique, se mettait à parler anglais dans toute l'Union européenne, ça ne me gênerait pas plus que ça. Mais je pense que nous n'en sommes pas encore là et que quand on voit les problèmes de coronavirus, les problèmes de guerre en Ukraine, de prix du gaz, de l'électricité, de réchauffement climatique, de dioxyde de carbone et toutes sortes de crises à venir, si nous n'avons pas de langue commune, nous ne pourrons pas avoir d'action coordonnée pour affronter ces crises. Et donc… ça se discute. Oui. On peut naturellement prévoir une architecture européenne avec plusieurs langues principales, comme l'architecture des Nations Unies qui a un certain nombre de langues de travail limitées. C'est naturellement pas égalitaire non plus, mais enfin, c'est un pis-aller qui c'est toujours mieux que la domination d'une langue étrangère à l'Europe, une langue qui est le fait d'une puissance étrangère, enfin qui est de la hyperpuissance américaine, comme l'avait décrit Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Donc, ce serait quand même mieux d'avoir une langue, d'avoir une architecture avec plusieurs langues, à défaut d'avoir une véritable langue neutre au niveau européen. Si je peux dire un mot là, sur les langues là, aux Nations Unies ou à l'UNESCO, bon, en fait, la règle dans ces deux structures, c'est la même. Donc, il y a 6 langues officielles en tout. Donc, je résume anglais, français, espagnol, russe, arabe et chinois, qui sont théoriquement égales lors des grandes réunions, des conférences générales. Donc là, effectivement, chaque représentant peut s'exprimer dans une de ces 6 langues. Donc, il y a une interprétation simultanée. Alors déjà, ces 6 langues, si on regarde effectivement comment elles sont parlées dans le monde, j'avais récupéré des chiffres que j'ai donnés, je crois, hier ou avant-hier. Donc en fait, il y a 29% de la population dans le monde qui ont l'une des langues officielles de la Nations Unies ou de l'UNESCO comme langue maternelle. Si on rajoute des gens qui l'ont en deuxième langue, c'est-à-dire en fait un petit peu comme le français en Afrique ou l'anglais, enfin donc des gens qui utilisent couramment cette langue-là et qui la maîtrisent bien, on arrive à 40%. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des gens dans le monde qui déjà ne maîtrisent pas correctement l'une des langues officielles de l'UNESCO. Bon, et ça, c'est la théorie des 6 langues officielles. Ensuite, il y a les langues de travail, donc il n'y en a plus que 2, c'est-à-dire l'anglais et le français qui sont langues de travail. C'est-à-dire que dans toutes les réunions, dans toutes les petites réunions de travail de tous les jours, tous les échanges, il n'y a plus en fait que l'anglais et le français. Donc là, le pourcentage de gens se réduit considérablement. Et alors, je dirais que le français résiste encore effectivement à l'UNESCO parce que le siège est à Paris. Il résiste également à Genève, donc au siège des Nations Unies à Genève. Mais quand on voit ce qui se passe à New York, en fait, on se rend compte que finalement, et c'est un peu la tendance, c'est que finalement,
de plus en plus, il n'y a que l'anglais. Donc ce système avec plusieurs langues, c'est un système à équilibre instable. On a beau dire que les langues sont égales, mais c'est un équilibre instable. Et puis finalement, ça penche vers une langue, et plus ça penche vers une langue, plus ça penche vers cette langue-là. Donc en fait, le système à plusieurs langues, c'est vrai que partout où on regarde, c'est toujours un système instable. C'est toujours un équilibre instable et finit par pencher, et finalement à la fin, il y a une langue qui gagne, et c'est bon. Alors on peut se demander si c'est le hasard ou si effectivement il y a des langues qui poussent dans certains sens pour que ça penche vers une langue, mais je dirais qu'aujourd'hui, le système il penche de plus en plus vers l'anglais. Donc je ne suis pas certain que ce système de multilingue, en fait, on se rappelle un peu du rapport Grain qui effectivement expliquait que pour qu'un système multilingue soit efficace, il faut qu'il y ait une langue neutre et qu'à la fin, la langue, il y aura une neutre commune. Donc voilà, c'était voilà. Je suis d'accord, il ne faut pas essayer de me convaincre, mais naturellement, il y a beaucoup de préjugés, d'appréhension, je ne sais pas pourquoi, contre le principe d'une langue neutre ou contre l'espéranto en particulier. Et donc, je ne sais pas si ce sera possible dans un avenir prévisible de convaincre les élites européennes et surtout les institutions européennes et les politiciens qui décident de ces institutions d'introduire ce genre de langue. Je pense qu'il faut commencer par exiger ou promouvoir le fait que cette langue neutre puisse être utilisée pour les logiciels de traduction et comme langue pivot pour les traductions ou l'interprétariat. Je crois que c'est par là qu'il faut commencer. Personnellement, je pense qu'on n'arrivera jamais à convaincre des politiciens ou des décideurs, parce que chacun, effectivement, les gens en place ont tendance à défendre le système qui les a mis en place. Et ensuite, je dirais, des politiques, ils ont tendance à s'intéresser à ce qui intéresse leurs électeurs. Et comme aujourd'hui, dans la masse des gens, les gens ne connaissent pas l'espéranto, la demande ne remonte pas, et donc finalement, les décideurs, les politiciens s'intéressent à ce qui intéresse les électeurs, et les décideurs s'intéressent à ce qui leur permet d'avoir le pouvoir. Donc effectivement, je pense que c'était intéressant de participer à cette conférence de l'Europe, parce que ça m'a effectivement d'échanger, mais sur le fond, j'ai tendance à penser que je dirais l'espéranto ne s'imposera que si effectivement il se développe largement à la base. J'ai tendance à penser que c'est plus une solution qui remontera de la base vers le sommet que l'inverse. Mais bon, ça c'est un avis. Oui, je voudrais quand même dire concernant l'UNESCO que, selon mon expérience, à l'UNESCO, la diversité linguistique progresse. L'anglais n'est plus la langue totalement dominante. Elle est toujours totalement dominante aux Nations Unies, mais à l'UNESCO, il y a quand même de plus en plus de diversité linguistique. Et actuellement, quelqu'un de haut placé à l'UNESCO qui prend la parole généralement en 2 langues différentes, c'est-à-dire il commence dans une langue, il termine dans une autre, et quelquefois en 3 langues différentes, pour bien montrer que l'UNESCO est très attaché à la diversité linguistique. Et ça, je crois que c'est en progression, et l'anglais représente effectivement un peu plus de la moitié des interventions, mais pas beaucoup plus. Oui, mais si tu compares la puissance de l'UNESCO et la puissance de l'ONU, il n'y a pas photo. L'UNESCO, c'est futile, c'est un petit détail, c'est pour s'amuser. Les vraies décisions ne se passent pas à l'UNESCO, ce n'est pas l'UNESCO qui mène le monde. Oui, mais l'UNESCO, c'est la culture. La culture et l'éducation. Et la culture et l'éducation, c'est quand même 2 domaines importants. C'est vrai. Ne s'occupe ni de culture ni d'éducation. Oui. Ceci dit, je dirais que effectivement, c'est pas non plus l'UNESCO qui mène le monde. Je dirais qu'en fait, ce qui se passe à l'UNESCO, c'est très bien, l'UNESCO aussi, mais ceci dit, l'ensemble de l'usage des langues dépasse très très largement le cadre de ces instances suprêmes internationales, disons. Pour nous en Europe, ce qui se passe dans l'Union européenne a certainement beaucoup plus de poids que ce qui peut se passer aux Nations Unies ou à l'UNESCO. Je dirais ce qui se passe également dans le monde de tous les jours a également encore beaucoup plus de poids. Je pense que le problème de la communication en anglais, c'est que la plupart du temps, les gens n'arrivent pas à communiquer ou ils communiquent de façon tout à fait superficielle et rarement en profondeur. Et ça, c'est une première chose. Et une autre chose, je pense que on aborde plusieurs plans.
Mais au niveau politique, ce qui est remarquable, ne serait-ce qu'en France, c'est l'abstention. Et j'ai l'impression que la plupart du temps, il y a une défiance vis-à-vis des représentants. Et il a été question de la base, que l'espéranto pourrait venir de la base. C'est en même temps, disons, la démocratie vient de la base, sauf erreur. Et il a été question, et c'est très intéressant, de la confédération syndicale. Et malheureusement, la confédération syndicale n'utilise pas l'espéranto. D'ailleurs, on peut remarquer que lorsque l'URSS existait, lorsqu'il y avait la patrie du socialisme, il n'y avait pas de langue neutre. C'était le russe ou rien. L'espéranto n'était pas adopté. Donc, je veux dire, il y a un problème de communication et il y a surtout la nécessité d'avoir une activité et des dialogues approfondis. Et je pense que c'est à travers une langue comme l'espéranto qui élimine toute une série d'obstacles grammaticaux qui existent en anglais, en russe, et je ne parle pas des langues asiatiques que je ne connais pas. Donc, c'est cela peut-être qui fait qu'il y a tellement de jeunes qui s'intéressent à l'espéranto et qui l'apprennent, bon, c'est bien, qui l'apprennent de façon individuelle par l'Internet. On ne les voit pas, du moins je parle au Mans, hein, à 200 km de Paris, mais ils existent. Donc, il y a quand même une ressource. Et c'est intéressant, et je finis par dire, simplement par conclure que l'anglais est surtout, c'est plein de choses trappes, et je pense qu'on ne va pas très loin quand on veut essayer d'approfondir. On passe automatiquement à une autre langue que les gens puissent connaître vraiment à fond. Voilà, c'est tout. Je voulais quand même dire un petit mot, c'est que bon, les pays autoritaires, disons, hein, n'ont quand même pas toujours combattu l'espéranto, parce que la Chine a toujours soutenu l'espéranto, hein, alors qu'on ne peut pas dire que ce soit un régime qui n'est pas autoritaire. Hein, la Chine a toujours soutenu l'espéranto, et même en Russie, bon, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai l'impression que l'espéranto n'a pas toujours été combattu. Il y a une époque initialement où l'espéranto était soutenu. Donc, il ne faut pas dire systématiquement que tous les pays autoritaires combattent l'espéranto. Je pense que pour la Chine actuelle, si un Chinois se permet d'expliquer ou de dire ce qu'il pense de Tiananmen, ça ne va pas passer. De même que actuellement, dans la Russie de Poutine, les anciens présidents de l'association d'espéranto, quand ils disent qu'il y a une guerre, ça passe mal. C'est-à-dire que l'espéranto, c'est très bien dans tous les pays, mais à condition que les gens ne pensent pas trop. Et finalement, dans les pays qui ne sont pas autoritaires, je pense que dans l'esprit de nombreux politiciens, il ne serait pas très souhaitable que les gens puissent communiquer très facilement entre eux. C'est une impression. Mais soutenir une langue, ça ne veut pas dire soutenir des propos qui sont contraires à la politique, c'est autre chose. Hein, dans toutes les langues, on peut exprimer des pensées dans un sens et dans un autre. Il y a des espérantistes qui soutiennent la politique de Poutine, et il y a des espérantistes qui sont contre. Voilà. Tout à fait. Donc la langue n'est pas liée à ce qu'on dit, mais les pays autoritaires ne sont pas nécessairement hostiles à l'espéranto, parce que quelquefois l'espéranto peut les aider. Et bon, la Chine, c'est disons les institutions chinoises qui ont insisté pour devenir l'éditeur du courrier de l'UNESCO en espéranto, parce qu'avant, c'était un Chinois qui, à titre personnel, avait demandé que l'Association universelle d'espéranto
édite le courrier de l'UNESCO en espéranto, et ça a fortement déplu au gouvernement chinois qui a préféré effectivement reprendre ça au compte du gouvernement chinois. Hein. Donc, c'est le gouvernement chinois qui soutient le courrier de l'UNESCO en espéranto, par exemple. Et donc, je cite cet exemple parce que la Chine a dès le départ été un pays qui soutenait l'espéranto. Oui, mais je continue à avoir des petites réserves. Par exemple, la Bulgarie a soutenu l'espéranto. On n'a envoyé personne en camp de concentration, et pourtant on en avait. Mais c'était toujours un espéranto très, très policé, avec le jeu de mots que ça représente. Les espérantistes anarchistes bulgares n'avaient pas tellement droit à s'exprimer par écrit ou oralement. Mais c'est pour dire que les régimes autoritaires peuvent... Mais parfois, ils s'en mordent les doigts. C'est pour ça que l'espéranto n'a pas plu dans le régime marxiste-léniniste soviétique. Je ne parle pas de stalinisme. Pour moi, c'est le léninisme. C'est une parenthèse. Mais le livre en question a un grand nombre de, je ne veux pas dire de dizaines de pages ou de centaines de pages, justement sur ces problèmes dans l'Europe de l'Est, donc Lénine, Staline, et puis les républiques socialistes soviétiques qui étaient comme ci et comme ça, et ensuite en Europe de l'Est, après la Deuxième Guerre mondiale, où, disons, les mouvements espérantistes étaient parfois tolérés, parfois encouragés, en tout cas fortement guidés. Et un point intéressant aussi, c'est qu'il y a un chapitre, disons quelques pages, quelques dizaines de pages, sur les nazis espérantistes, ce qui était intéressant. Donc, parce qu'en fait, l'espéranto est une langue techniquement intéressante, linguistiquement intéressante, et donc les nazis avaient trouvé certains nazis avaient trouvé que ça pouvait être tout à fait compatible avec l'idée nationale-socialiste qui allait bien. Et il faut quand même préciser que l'espéranto est une invention d'un docteur qui était juif sur les bords. Donc, ça explique aussi une partie de l'hostilité du régime nazi par rapport à l'espéranto. Oui, effectivement, pourquoi le régime nazi était aussi l'espéranto? Moi, j'ai eu du mal à comprendre. J'ai un petit peu ce que j'en ai un petit peu retenu, c'est qu'effectivement, il y avait l'origine juive de Zamenhof qui a certainement joué un rôle. Par contre, si je me souviens de ce que j'ai lu sur l'URSS, au tout début, effectivement, donc c'était la période de Lénine. Lénine qui n'a pas vraiment dirigé parce qu'il était malade, en fait. Si j'ai bien compris, il y avait deux tendances. Il y avait la tendance qui voulait utiliser l'espéranto pour pouvoir promouvoir la révolution à l'extérieur. Et c'est effectivement la tendance. Effectivement, il y a eu une hésitation. Et puis, la tendance qu'il a emportée avec Staline, c'était plutôt la tendance, effectivement, de se refermer sur soi-même. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu l'impression que l'espéranto est devenu gênant dans l'URSS. C'est la mémoire que j'ai de la lecture de l'ouvrage, la version originale. Je ne sais pas. Une lecture plus récente. Oui, donc lisez l'ouvrage, c'est bien à peu près ça. Lisez l'ouvrage, c'est ce que j'allais dire. Il faut lire l'ouvrage. Oui, c'est tout à fait exact. L'ouvrage, voilà, c'est ce que j'ai lu et c'est la mémoire que j'ai de la lecture que j'ai faite il y a quelques années, la version originale. Lucien, je voudrais juste dire, à propos des marxistes, il y a aussi Ulrich Linz cite également quelques marxistes d'avant la Révolution qui s'opposaient à l'espéranto, par exemple Karl Kautsky et Gramsci également. Gramsci était un opposant à l'espéranto pour diverses raisons, et Karl Kautsky aussi. En revanche, au début de l'URSS, les institutions bolcheviques, certaines étaient favorables à l'espéranto, et petit à petit, mais je pense que c'était plus la paranoïa de Staline qui avait peur de l'étranger plus que de l'espéranto, à mon avis. Hein. Oui, c'est pour ça que l'espéranto, que beaucoup de régimes autoritaires ont été hostiles à l'espéranto parce que l'espéranto permettait un contact avec les personnes de l'étranger. Tout à fait. Et maintenant, naturellement, l'autre menace pour l'espéranto actuellement, c'est une sorte d'indifférence, une totale culture générale, absence de culture générale et de méconnaissance des enjeux linguistiques au niveau mondial et au niveau européen. C'est ça qui
Je veux dire, parce que les gens s'imaginent tout est cuit, c'est le tout à l'anglais quoi, qui va triompher. Alors, peut-être on pourrait parler de censure, mais de censure par l'ignorance. Je ne parle pas de censure, hein, je n'ai pas parlé de censure. Oui, mais moi, je dirais une sorte de censure, entre guillemets, mais on n'en parle pas, par le silence, voilà, la censure du silence. Disons que dans les années 20-30, certains régimes dictatoriaux ont interdit l'espéranto pour diverses raisons, la langue des juifs, langue des bolcheviks, etc. Oui, et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, mais c'est une sorte de censure par le silence. Et le nationalisme pour promouvoir le français ou l'allemand ou l'anglais a été remplacé par un seul nationalisme, donc promouvoir l'anglais. Je ne pense pas qu'il s'agit uniquement d'un nationalisme, il y a aussi une question de lâcheté. Ouais. Impérialisme. Oui, c'est ça, oui, on peut le dire comme ça. Mais c'est parce que c'est pas aussi une tendance neutre au niveau idéologique, parce que naturellement, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ce sont des pays où les partis politiques plutôt à droite et économiquement très libéraux tiennent le haut du pavé au niveau politique. Hein, je veux dire, il s'agit d'un projet qui va promouvoir des idées néoconservatrices et ainsi de suite. Oui, il ne faut quand même pas oublier que Noam Chomsky parle anglais et que, par exemple, c'est un petit aspect, mais grâce, entre guillemets, aux bases américaines en Espagne à partir de 1954, il y a le jazz, la musique anglaise, enfin nord-américaine engagée, qui a entraîné un développement curieux, libération sexuelle et autres, qui est apparu grâce à l'impérialisme américain, mais c'est évidemment tout à fait indépendant de ce que désirait l'ambassade des États-Unis en Espagne. Mais enfin, c'est pour dire qu'en anglais, on a des auxiliaires anglais, si on peut dire, de langue anglaise tout à fait anticapitaliste, pour dire les choses carrément. C'est évident que pour faire des affaires, c'est plus facile avec l'anglais, de même que fuck you, tout le monde comprend. Ceci dit, pour avoir des réflexions sociologiques importantes, c'est quand même limité. Tout à fait. Mais naturellement, l'anglais est aussi donc la langue véhiculée, la langue la plus importante au niveau des sciences, mais d'autre part aussi au niveau des affaires. Hein, les affaires au niveau international, tout se fait quasiment, ou en tout cas en très grande partie en anglais. Donc c'est la langue du business, hein, pour le dire clairement. Et donc ça joue naturellement aussi un rôle. Il y a naturellement l'héritage de la Seconde Guerre mondiale qui font que les forces anglo-américaines, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont été les plus importantes puissances qui ont vaincu l'Allemagne nazie. L'Union soviétique a aussi vaincu, mais naturellement est resté un pays fermé et totalitaire pendant très longtemps. Donc, le modèle anglo-saxon a pu se diffuser grâce à cela. C'est un héritage historique. Bon, ce n'est pas inéluctable. La date d'aujourd'hui a été choisie notamment parce que c'est l'anniversaire, il y a 135 ans précisément qu'est paru le premier livre d'espéranto. Donc c'est l'anniversaire de l'apparition du premier livre d'espéranto et disons les espérantistes souhaitent que ce soit une journée mondiale de l'espéranto qui soit reconnue internationalement et c'est pour ça qu'on organise beaucoup d'événements à cette date. Et je voudrais signaler que dans 2 ans, cette date coïncidera avec l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Hein, donc, on ne sait pas si cette coïncidence sera utilisable ou sera au contraire néfaste. Il faudra étudier la question. Très bien. Merci à tous les participants et j'espère à une prochaine fois.